Alors, pour finir ce chapitre sur la complexité, on va voir plusieurs exemples sur la manière de compter la complexité temporelle. Alors, on a ici un algorithme contient un pair qui prend en argument un tableau d'entier et qui renvoie un booléen qui est vrai si le tableau contient un entier impair et faux sinon. On nous dit que on va compter le nombre de lectures dans le tableau en fonction de n, le nombre de cases dans le tableau. Alors du coup, on doit regarder à quel endroit est-ce qu'il y a des lectures dans le tableau. Alors ici, à chaque fois qu'on passe dans le si, qu'on évalue la condition du si, il y a une lecture dans le tableau. On vérifie s'il n'y a pas des lectures dans le tableau qui seraient cachées derrière un appel de fonction, par exemple. Non, ça n'a pas l'air. Très bien. Et ensuite, il faut qu'on réfléchisse à combien de fois est-ce qu'on évalue cette condition du si. Bon, eh bien, à chaque fois que l'on passe dans une itération de la boucle pour, eh bien, combien il y a de passages dans la boucle pour, eh bien, autant de fois qu'il y a d'entiers entre 0 et longueur de tab moins 1. Donc la longueur du tableau, c'est égal à n, puisqu'on a n cases. Donc on a n passages dans la boucle. Donc habituez-vous à compter le nombre d'entiers entre 0 et n-1. D'accord? C'est le nombre de cases dans un tableau à n cases. Donc c'est facile. Ici, là, on a n passages. Alors, attention, il peut y avoir des cas où on sort prématurément, puisque si on trouve un entier impair, on va quitter la fonction avec renvoyer vrai, ici. Et donc, on n'exécute pas à la fin de la fonction. Certes, mais si on ne trouve pas d'entier impair, on ne va jamais passer par renvoyer vrai. On va évaluer le booléen ici qui sera faux, tout le temps. Et on va sortir en faisant renvoyer faux et on aura bien exécuté notre boucle pour n fois. Donc dans le pire cas, on fait bien n passages avec à chaque fois une lecture. Donc dans le pire cas, on a n lectures dans le tableau. Donc on a une complexité qui est linéaire, grand O de n. Alors, un autre exemple, c'est un algorithme contient doublon qui prend en argument un tableau de nombres et qui envoie un booléen qui vaut vrai si notre tableau contient au moins 2 fois le même élément. Il y en a 2 boucles pour imbriquer. On peut avoir une sortie prématurée avec le renvoyé vrai qui est ici. Et sinon, la sortie non prématurée, c'est le renvoyé faux qui est ici. On doit compter le nombre de lectures dans le tableau en fonction de n, le nombre de cases dans le tableau. Alors, voyons voir, les lectures dans le tableau, eh bien, elles se font lorsqu'on évalue la condition du si. Donc, à chaque évaluation de la condition du si, on a 2 lectures. Donc, à chaque fois qu'on exécute cette ligne, on a 2 lectures. Donc, le pire cas, c'est quand ça, c'est toujours faux. Du coup, on n'exécutera jamais renvoyer vrai. Et on exécutera donc toutes nos itérations des doubles boucles imbriquées. Et on sortira avec renvoyer faux. Donc, on va se concentrer sur ce cas-là. Donc, on va essayer de voir combien de fois on exécute cette ligne. Alors, on aimerait bien pouvoir examiner ça indépendamment de la boucle pour sur i. Le problème, c'est que le i apparaît ici comme borne sur ma boucle sur j. Ce qu'on fait pour j allant de 0 à i-1. Donc, on ne peut pas vraiment analyser les 2 boucles indépendamment. Alors, voyons voir. Lorsque i vaut 1, du coup, on fait pour j de 0 à 0. Donc, j prend seulement la valeur 0. Donc, on fait une itération. Donc, 2 lectures fois une itération. Lorsque i vaut 2, j va de 0 à 1. Donc, on fait 2 itérations fois 2 lectures. Lorsque i vaut 3, j prend les valeurs donc, de 0 à 2. Donc, 0, 1, 2. Donc, on fait 2 lectures fois 3 itérations. Lorsque i vaut 4, j prend les valeurs de 0 à 3.
Donc ça fait 4 valeurs, donc 2 lectures fois 4 itérations, etc., etc. Donc là, on voit une espèce de schéma qui se reproduit. En fait, là, on va faire au plus i passages. D'accord? Puisque quand i vaut 3, on fait 3 passages. Quand i vaut 4, on fait 4 passages, etc. Donc pour chaque valeur de i, j prend i valeurs différentes, de 0 à i-1. Ce qui provoque donc 2 lectures fois i passages, c'est-à-dire 2i lectures. Ok? Donc ça fait 2i lectures dans le tableau. Et combien est-ce qu'on a de passages dans la boucle pour sur i? Bah, autant qu'il y a d'entiers entre 1 et langue de table moins 1. Alors pour simplifier, on prend un peu large, on dit au plus n passages. Normalement, ce serait n-1. Bon, mais en fait, ça, je peux pas vraiment m'en servir parce que du coup, si je veux multiplier les deux pour dire, bah, je fais au plus n passages et à chaque fois, ça me coûte au plus 2 lectures fois i passages, je me retrouve avec 2 fois i fois n. Mais sauf que ce i là, bah, j'en fais quoi? C'est un compteur de boucle qui change au cours du temps. Je ne peux pas garder ce i, moi je vais exprimer en fonction de n. Donc c'est pas une écriture correcte ce 2 fois i fois n, puisque i, il n'est pas constant au cours du temps, il change. Donc il faut que je fasse une analyse un peu plus fine. Et c'est ce que je vais faire du coup ici. Alors au total, au pire, le nombre de lectures dans le tableau, c'est donc 2 lectures fois 1, plus 2 lectures fois 2, plus 2 lectures fois 3, plus 2 lectures fois 4, etc., etc. Donc là, on somme. Ça, c'est le nombre de lectures pour la boucle J quand I vaut 1, le nombre de lectures pour la boucle J quand I vaut 2, le nombre de lectures pour la boucle J quand I vaut 3, etc., etc. Si je factorise par 2, il me reste 2 facteurs de la somme des entiers de 1 à n-1. Et si je me rappelle de mes formules de maths, la somme des entiers de 1 à n-1, ça vaut n fois n-1 divisé par 2. Ça, rappelez-vous, vous pouvez le voir notamment dans votre chapitre sur les suites. Donc là, je simplifie par 2 et ça fait n fois n-1, c'est-à-dire n carré moins n, et ça me donne une complexité qui est quadratique. Alors c'est assez intéressant parce que si vous vous rappelez de l'exemple qu'on avait fait où on avait une double boucle imbriquée, où on avait i qui allait en gros de 0 à n et j qui allait en gros de 0 à n, ça nous faisait à peu près n fois n passages, ça nous donnait une complexité quadratique. On avait près du n carré. Là, on a l'impression qu'on économise quand même beaucoup parce qu'à chaque fois, la boucle intérieure, elle ne fait pas n passages, elle fait que i passages, qu'on a l'impression qu'on économiserait beaucoup, mais ça nous donne quand même une complexité qui est quadratique. Donc ça, c'est un exemple qui revient souvent, les doubles boucles imbriquées avec la boucle intérieure qui a une borne qui dépend de l'indice de boucle de la boucle extérieure. Et sauf exception, ça donne une complexité qui est quadratique. Évidemment, ça dépend de ce qu'on compte, hein, bien sûr, mais disons qu'en général, ça donne une complexité quadratique. Alors, encore un exemple, j'ai une procédure, c'est-à-dire une fonction qui renvoie rien, qui prend en argument un tableau de nombres et un entier qui est l'indice à échanger. Ça s'appelle échange avec dernier. Donc en fait, ça va modifier le contenu du tableau pour que ce qu'il y a dans la case indice à échanger soit échangé avec le contenu de la dernière case. Alors, il me faut du coup une variable temporaire qui va contenir temporairement ce qu'il y avait dans une case du tableau pour pas que ce soit écrasé quand je fais mon échange. Pour simplifier, je stocke dans une variable n la longueur du tableau. Alors, je mets dans ma variable temporaire le contenu de la case tab de indice à échanger. Maintenant, comme ça, je l'ai sauvegardé. Je peux écrire dans cette case du tableau. Et si je perds ce qu'il y a dedans, c'est pas grave puisque je l'ai sauvegardé dans temp.
Donc, je prends ce qu'il y a dans table de n-1, je l'écris là-dedans. Et maintenant, ce qu'il y a dans temp, que j'avais sauvegardé, je l'écris dans table de n-1. Ça sert à échanger le contenu de la case numéro indice à échanger avec le contenu de la dernière case. Et on compte le nombre de lectures et d'écritures dans le tableau en fonction de n, le nombre de cases dans le tableau. Alors, où est-ce que j'ai des opérations que je dois compter? Là, j'ai une lecture sur cette ligne. Sur cette ligne, j'ai une lecture dans la case d'indice n-1 et une écriture dans la case d'indice indice à échanger. Donc ça me fait deux opérations sur cette ligne. Et là, j'ai une écriture dans la case d'indice n-1. Donc au total, ça me fait 1, 2, 3, 4 opérations à chaque exécution de la fonction. Et on remarque que 4, ça ne dépend pas de n. Donc on fera toujours 4 opérations, c'est-à-dire qu'on a une complexité constante pour cette fonction. Donc on note grand O de 1. Ça sera toujours efficace, même si on a un très grand tableau, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Alors, encore un exemple, recherche max, qui est une fonction qui prend en argument un tableau de nombres et qui va nous renvoyer la valeur maximale qui est dans le tableau. Alors, je commence à initialiser une variable max qui vaut la première valeur qui est dans le tableau. Et ensuite, je fais une boucle pour i allant de 1 à la longueur du tableau moins 1. Si je trouve une case qui contient plus grand que le max, je mets à jour mon max jusqu'ici. Et à la fin, je renvoie max. Et je veux compter le nombre de lectures dans le tableau en fonction de n, le nombre de cases du tableau. Alors, à quel endroit est-ce que j'ai des lectures dans le tableau? Alors, j'en ai une ici avant de commencer ma boucle. Et ensuite, eh bien, pour chaque itération, qu'est-ce que je peux avoir? J'ai ça systématiquement. Je vais comparer le contenu de table de i avec max. Et ensuite, si ça c'était vrai, je vais avoir une lecture dans le tableau. Donc à chaque itération, j'ai une ou deux lectures. Dans le pire cas, à chaque fois, ça c'est vrai. Et donc à chaque fois, je vais mettre à jour mon max. Ça peut arriver. Par exemple, si mon tableau est trié dans l'ordre croissant, je peux trouver chaque nouvelle case du tableau quelque chose qui est plus grand que mon max jusqu'ici. Donc, dans le pire cas, je fais deux lectures à chaque itération. Et combien de fois est-ce que je passe dans la boucle pour? Autant qu'il y a d'entiers entre 1 et n-1, c'est-à-dire n-1. Donc, j'ai deux fois n-1 lecture, plus la première que j'avais là. Ce qui fait quand je développe 2z-1. Donc, ça me fait une complexité linéaire en grand O de n. Alors, juste avant de terminer le chapitre, une petite question à choix multiple pour voir si maintenant vous êtes, vous, en mesure de calculer une complexité. Alors, on a une fonction SumTab qui prend en argument un tableau de nombres et qui va renvoyer la somme des nombres qui sont contenus dans le tableau. On va compter le nombre de lectures dans le tableau en fonction de n, le nombre de cases du tableau. Et on demande quel est l'ordre de grandeur de la complexité en pire cas. Alors, la réponse est grand O de n. Pourquoi? Faisons l'analyse. Alors, les lectures dans le tableau, j'en ai une ici à chaque fois que j'exécute cette ligne et j'en ai pas d'autres de cachées dans des appels de fonctions par exemple. Donc, une lecture pour chaque itération. Combien j'ai d'itérations, c'est-à-dire combien j'ai de passages dans la boucle? Autant qu'il y a d'entiers entre 0 et n-1, c'est-à-dire n. Donc j'ai n passages fois une lecture. Donc on lit chaque case exactement une fois. On a n opérations, ce qui est une complexité linéaire, notée grand O de n. Alors, transition avec la suite des chapitres. Il existe en fait plusieurs manières de stocker des données. Pour l'instant, on connaît que les tableaux en pseudocode. Ils ont des avantages, mais ils ont aussi des inconvénients. Et donc, selon les opérations qu'on devra faire souvent, ce sera plus économique en termes de complexité temporelle de stocker nos données dans telle ou telle structure de données. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant et important de voir la complexité temporelle avant de voir plusieurs structures de données,
puisque tout l'intérêt et les raisons d'être des différentes structures de données, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes complexités pour telle ou telle opération. Donc il y a beaucoup de structures de données différentes, des listes, des piles, des fils, des armes, des tables de hachage, à choisir au mieux en fonction de nos besoins. Et donc, dans la suite des chapitres, alors pas tout de suite, on va voir d'abord d'autres chapitres, mais sur la fin des chapitres, on verra d'autres structures de données. Alors, pour résumer ce chapitre 2 sur la complexité, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un petit peu d'intuition sur l'efficacité et la rapidité d'un algorithme par rapport à un autre. On a appris à compter le nombre d'opérations effectuées par un algorithme. On a vu les ordres de grandeur. Donc, pour récapituler les plus classiques, on a vu l'ordre de grandeur exponentielle, on a vu des ordres de grandeur polynomiaux, en particulier cubiques, quadratiques et linéaires, on a vu l'ordre de grandeur logarithmique et l'ordre de grandeur constant. Et on n'oublie pas qu'on compte la complexité empirique. Voilà, c'est fini pour ce chapitre.